vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Ferry, que je ne présente plus, philosophe, écrivain, ancien ministre de l'Éducation nationale. Comme vous le savez, très probablement, c'est un penseur engagé sur les enjeux contemporains et il vient de publier un livre intitulé « IA, grand remplacement ou complémentarité » consacré à l'intelligence artificielle et à ses répercussions sur notre société. C'était du coup une évidence que de l'inviter pour nous parler de l'impact de l'IA sur le monde du travail. Et on a parlé de finalement pas mal de sujets. L'impact massif, bien sûr, de l'IA sur l'emploi, sur l'école bleue et sur l'école blanc. La complémentarité possible entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et puis, les compétences clés à développer pour rester acteur de sa vie professionnelle. Une mine d'informations dans cet épisode sans langue de bois que je vous invite à découvrir maintenant. Bonjour Luc, un grand merci d'être avec nous dans ce podcast pour cette interview. On a beaucoup de choses à vous demander aujourd'hui, mais on va démarrer par une première question pour poser le contexte. Vous venez de publier un livre sur le sujet. La question qu'on se pose d'abord par rapport à notre audience de DRH, c'est selon vous, quel impact l'IA va-t-elle avoir sur le monde du travail ? Si on devait simplement poser déjà une première idée là-dessus. Je pense que l'impact va être absolument énorme. Voilà, je pense que des centaines de millions d'emplois vont être supprimés ou remplacés par des IA. Et je pense que les économistes qui imaginaient que ça n'aurait pas d'impact ou très peu se sont trompés de A jusqu'à Z. D'abord parce qu'ils travaillaient sur des versions anciennes de ChatGPT généralement, mais aussi parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la robotique intelligente et humanoïde. Par exemple, les robots Optimus d'Elon Musk. Et en vérité, on va avoir, et on a déjà maintenant des robots qui sont dans des robots humanoïdes qui sont capables de servir à table, qui vous font un mojito quand vous rentrez à la maison, qui peuvent faire les devoirs aux enfants, qui peuvent aller faire les courses, mais surtout, ils ont un QI de polytechnicien et on peut leur faire passer sans problème une agrègue de biologie, d'histoire, de philo et de ce que vous voudrez d'autre. Et donc, vous aurez des laveurs de carreaux qui seront polytechniciens. Il y avait une grande affiche sur un bâtiment qui était en construction où les ouvriers, croyant être tranquille. C'était un peu ce qu'avait dit Daniel Susskind dans son livre La fin du travail. Il disait ça va attaquer l'école blanc mais pas l'école bleue. Et les ouvriers croyant être tranquilles avaient mis cette grande affiche où c'était marqué Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux nous remplacer? Mais ils tenaient pas compte de la robotique. Et aujourd'hui, les robots intelligents sont évidemment capables de construire un immeuble beaucoup mieux qu'un ouvrier humain. Ils travaillent à 24, ils sont pas à la CGT, ils emmerdent personne, ils font pas grève. Ils coûtent entre 15 et 20 000 euros. Et donc, évidemment que ça va avoir un impact aussi sur les cols bleus et pas simplement sur les cols blancs. Mais il y a des métiers qui sont chez les cols blancs très, très impactés, évidemment radiologue. Mais lisez le livre de Bibot sur la médecine, qui est professeur de cancérologie à Pompidou, et il dit que son métier est déjà pulvérisé. Donc, je ne vais pas développer ça, mais l'impact sera ce qu'on aura dans la décennie qui vient en centaines de millions d'emplois supprimés, oui. Donc, dans la décennie, effectivement, c'est la question que j'allais vous poser, puisqu'on se disait un peu hors micro que ça s'accélérait. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se disent qu'effectivement, ça va modifier des choses, mais à quel horizon ? Donc, pour vous, c'est un horizon très proche, finalement. Oui, c'est très proche. Sam Altman, qui est quand même tout sauf idiot, c'est le patron d'OpenAI, a dit que dans la décennie qui vient, on verrait apparaître des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans aucun salarié humain. Goldman Sachs avait fait une étude il y a déjà 1 an et demi disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés. Et donc, je pense que les chefs d'entreprise ne connaissent pas aujourd'hui l'IA, ils ne s'y sont pas encore suffisamment intéressés. Je fais énormément de conférences sur le sujet, que ce soit chez les médecins, les pharmaciens, les chefs d'entreprise. Quand je demande qui est abonné, levez la main, généralement c'est à peine 10% dans la salle. Ça veut dire que les gens n'y croient pas encore. Quand on leur donne les performances des IA, ils rigolent parce qu'ils pensent que c'est une blague et ils se trompent. Et les chefs d'entreprise ne savent pas ce que c'est que la RAG. Et là, alors vous pouvez leur demander, c'est barbare, c'est la récupération augmentée de génération
informations. En clair, ça veut dire quoi? Qu'on va adapter une IA à un LLM, donc une IA qui est très généraliste, donc qui est formidable, qui est absolument géniale, mais qui est généraliste. On va l'adapter à votre métier, parce que par exemple, on fait pas le courrier de la même manière si on est concessionnaire Renault ou si on travaille chez Chanel. C'est pas les voilà. Mais la RAG va vous permettre de vous donner toutes vos informations sur les concurrents, tout ce que il faut évidemment faire protéger ça à une boîte qui va vous faire une RAG et du coup vous allez avoir des informations spécifiques sur votre entreprise qui vous indiqueront tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce que fabriquent vos concurrents dans le monde entier, sur les prix des produits que vous produisez dans le monde entier, sur ce que vous pourriez faire pour améliorer votre productivité, etc., etc. Et ça, il faut que les chefs d'entreprise se mettent ça dans la tête et qu'ils se mettent aussi dans la tête que des millions d'emplois vont être supprimés, ce qui pourrait être une bonne nouvelle d'une certaine manière parce que la masse salariale sera diminuée, mais ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés. Donc, qui va continuer à travailler finalement si on suit ce fil? Alors, moi, je pense assez peu de gens et c'est la raison pour laquelle les patrons de ces boîtes d'IA américaines, pour l'essentiel, c'est la Silicon Valley, les deux grandes boîtes, enfin, c'est la Silicon Valley d'un côté, c'est l'Est de la Chine de l'autre, bon, qui sont au même niveau aujourd'hui, hein. La Chine est au même niveau que la Silicon Valley maintenant, et c'est pour ça qu'ils sont tous pour le RUB. Je suis à fond contre. Ils sont tous pour le revenu universel de base. Et vous avez vu que Sam Altman vient de financer pendant 2 ans une expérience de revenu universel de base en donnant à des salariés pauvres, à des chômeurs américains, il les a payés $2000 par mois pour ne continuer à ne pas travailler puisqu'il était chômeur. Voilà, c'est catastrophe absolue. C'est alcoolisme, suicide, divorce, antidépresseur, c'est la cata complète. Et d'ailleurs, Sam Altman lui-même était absolument consterné par le résultat de son étude. Alors, ce pourquoi je plaide dans mon livre, c'est moi qui ai fait le service civique pour les jeunes. C'est moi qui ai fait ça avec mon conseil, avec l'amiral Béraud, et puis heureusement Sarkozy a trouvé que c'était une bonne idée, donc on l'a fait passer dans la réalité. François Chérec a été le premier le président de l'agence du service civique. Moi, j'ai pas voulu faire ça, j'avais fait le projet. Bon, mais je veux un service civique pour les adultes. C'est-à-dire, je préfère que les adultes travaillent 3 heures par jour, des adultes qui ont perdu leur job, travaillent, mettons, 3 ou 4 heures par jour à remplir des tâches d'utilité publique, à être payés pour ça, plutôt qu'être au RUB, à devenir alcoolique et à se flinguer. Donc ça parle de la question ça parle de la question du sens qu'on va trouver dans le travail. Bien en sûr, fait, finalement, c'est bien quoi le sûr. lien? Oui. Je vous donne un exemple parmi 1000 autres que je pourrais vous donner, mais est-ce que vous savez combien il y a de centenaires en France aujourd'hui? Il y en a 40 000, c'est énorme. D'ici très peu de temps, il y en aura 100 000. Or, vous avez beaucoup de gens qui sont pauvres parmi les centenaires et qui ont perdu la faculté de faire leurs courses ou de remplir leurs papiers, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la rupture de solitude des vieux, élégamment. Et donc, on a besoin de milliers de personnes pour pratiquer cette rupture de solitude des vieux. Il n'y a pas de raison pour que ce soit que les jeunes qui le fassent. Ça pourrait être très bien des gens qui seraient payés dans un service civique pour remplir ce type de tâches d'utilité publique qui ne sont pas remplies par le service public, mais qui sont chères quand on fait appel au service privé. Qui ne seront pas remplis par des robots. Et ce sera pas, c'est pas très tentant, les robots. Même s'ils sont formidables, c'est pas très tentant. C'est la question que j'aimerais vous poser finalement. Vous disiez les chefs d'entreprise et finalement pas mal d'organisations aujourd'hui sont pas prêtes pour ce changement. Quelles compétences va-t-il falloir, à votre sens, continuer à investir, à développer si vous mettez à la place de ces chefs d'entreprise? D'abord, si je me mets à la place du ministre de l'Éducation, la première chose que je ferais, c'est de faire un cours obligatoire sur l'IA. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il faut absolument que les chefs d'entreprise se forment eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas former, a priori, des chefs d'entreprise. Il n'y a pas d'éducation nationale pour les chefs d'entreprise, mais qu'ils essayent de comprendre eux-mêmes que c'est pas une blague. Moi, j'ai donné 50 pages de mon livre à traduire à Haimini, qui est le meilleur sur ChatGPT, parce qu'il y a plusieurs ChatGPT. Bon, alors il faut être abonné, mais c'est vrai que maintenant il est un peu plus long, mais mettons qu'il l'ait mis un quart d'heure. J'ai été traducteur professionnel d'allemand pendant 30 ans. J'ai fait mes études en Allemagne, j'ai parlé l'allemand vraiment comme le français, bon un peu moins maintenant, mais j'ai pu vérifier et j'ai pas une virgule à changer. Le métier de traducteur est mort de chez mort. Voilà, le métier d'interprète aussi d'ailleurs. On entend les chats qui pleurent, mais c'est pas grave. C'est pas des IA. On a de l'animation aujourd'hui. C'est des vrais minous. Sur cette trajectoire des dirigeants d'entreprise qui voient un ensemble de corpus de métiers qui va disparaître,
quelles sont pour vous les priorités du coup pour un directeur général? Si on est un peu concret sur les 2-3 prochaines années, est-ce qu'il faut d'abord se former pour anticiper une nouvelle organisation? Est-ce qu'il faut accompagner déjà les gens que j'ai aujourd'hui avant que leur métier disparaisse? Comment est-ce que vous voyez ça? Je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise comprennent, mais aussi les politiques, surtout les politiques, que pourquoi l'impact va être très grand. Philippe Aghion, je crois, on m'a dit qu'il avait changé d'avis complètement. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un très grand économiste, professeur au Collège de France. Bon, Gilles Babinet, ils sont tous les deux coprésidents du Conseil du numérique. Bon, et jusqu'à une date très récente, en tout cas, il disait ça n'aura aucun impact sur l'emploi. Il faut bien que les chefs d'entreprise entendent leurs arguments et si je peux me permettre, les arguments contraires. Ce que disait Philippe Aghion, c'est l'IA ne remplacera que les emplois entièrement automatisables. C'est complètement faux. Ça remplace des médecins, ça remplace des traducteurs, ça remplace des interprètes. C'est pas des métiers automatiques. On n'est pas dans Charlot, le travail à la chaîne. Ça n'a rien à voir. Bon, donc ça peut remplacer tous les métiers en vérité, ou quasiment tous. Presque tous, pas tous. Métiers de relations humaines sont plus protégés que les autres, mais psychologue, c'est plus protégé que les autres. Mais en tout cas, c'est totalement faux que ça ne remplacera que les métiers entièrement automatisables. C'est complètement faux. Deuxièmement, il disait il y aurait peu d'augmentation de la productivité. Premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, même si c'était vrai, si vous prenez une IA pour remplacer 3 personnes dans votre boîte, même si ça n'augmente pas la productivité, ça diminue la masse salariale. Donc, je comprends pas que des économistes, je suis désolé, mais il faut être un peu chef d'entreprise aussi. Et troisièmement, il disait, mais de toute façon, ça créera, alors en leitmotiv, Schumpeter, destruction créatrice, ça créera des nouveaux emplois. Mais c'est idiot, parce que les nouveaux emplois que ça va créer, ce sont des emplois, disons, bac+5 ou bac+10. Si vous supprimez 300 millions d'emplois au niveau bac, ou bac+2, ou bac-2, et que vous les remplacez par 30 000 emplois bac+10, le compte n'y sera pas. Et donc, le problème social sera énorme. Et là, on aura le choix entre le RUB ou le service civique. Il y a pas d'autre possibilité, en vérité. Pour ce qui est de la complémentarité, finalement, entre l'humain et l'IA, parce qu'il y a quand même cette combinaison des deux qui arrive, comment est-ce que vous le voyez, Luc? Elle sera, c'est un combat. C'est pour ça que moi j'ai appelé mon livre Grand remplacement ou complémentarité, parce que la complémentarité serait l'idéal, mais ce sera un combat. Parce que il y a des métiers qui seront entièrement rayés. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Dieu sait que je l'adore, qui est radiologue. Je suis désolé. Évidemment qu'il faudra toujours un radiologue dans l'hôpital pour vérifier ce qu'a fait l'IA, mais il en faudra un pour 50. Voilà. Donc moi, c'est là que je me pose la question de la complémentarité. Il y aura complémentarité, je pense, entre les créatifs et l'IA, par exemple entre un peintre, un artiste, un écrivain, par exemple. Il y a eu, vous avez vu qu'il y a l'équivalent du prix Goncourt au Japon qui a été gagné par une dame qui a avoué qu'elle avait travaillé avec une IA, mais elle a travaillé avec, elle n'a pas tout fait faire par l'IA. Donc il y a des domaines dans lesquels il y aura complémentarité. Moi, je lui ai demandé de me faire, parce que j'ai vérifié, je vérifie toujours moi-même, le prochain livre de Stephen King, mais ce qu'il m'a fait est génial. Et il m'a fait ça en quelques secondes. Et il m'a fait 6 pages en disant, voilà, ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Darkwood. Il y a un nuage maléfique qui rentre dans les maisons des habitants, ça descend dans les caves. Et ce nuage a cette particularité terrifiante qu'il oblige les gens à révéler leurs secrets les plus atroces. Des familles se brisent, des meurtres sont commis. Un jeune homme vient de New York pour essayer de tirer l'affaire au clair. Il est lui-même pris, etc. Mais c'est du Stephen King à l'état chimiquement pur. Il n'y a plus qu'à remplir les blancs. Vous voyez, je vais vous le montrer en 2 secondes, là. Mon meilleur ami, Elie Chouraki, fabrique un film sur Victor Hugo. Je peux vous montrer en 3 secondes. Je peux vous le faire là, parce que ça vaut quand même franchement la peine. Voilà, je vais vous le faire en direct. Si vous avez 3 secondes. Bien sûr. Je vais le faire... c'est l'expérience live. Expérience live, je le fais en direct. Alors, il faut... Oui, est-ce que tu m'entends, bébé Rose? Pink Baby, oui. Est-ce que tu peux me dire ce que Victor Hugo a fait d'important sur le plan littéraire entre, disons, les journées de juillet 1830 et la Révolution de 48 ans? Disons, sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan politique. Est-ce que tu peux me dire ça? Bien sûr. Entre 1830 et 1848, Victor Hugo a beaucoup évolué. Littérairement, il a consolidé le mouvement romantique avec des œuvres comme Notre-Dame de Paris, 1831, qui a marqué un tournant dans la littérature française.
Politiquement, il est passé du soutien à la monarchie constitutionnelle à des idées républicaines et il s'est engagé contre la peine de mort et pour la justice sociale. Ces années ont été cruciales dans son évolution, le menant à devenir un fervent défenseur des droits de l'homme. Merci à toi, c'est très gentil. Je te poserai d'autres questions plus tard, mais c'était juste pour essayer. Mais après, je lui demande, mais quelle c'est la dimension amoureuse et qu'est-ce il s'est engagé contre la peine de mort. Mais pourquoi? Dans quel livre? Le journal d'un condamné à mort. Pourquoi il est passé de Charles X et pourquoi il détestait Napoléon le Petit? C'est pas une blague. Au bout d'une demi-heure, j'ai un magnifique mémoire de maîtrise et il y a 0 erreur. Faut arrêter de dire qu'il y a des hallucinations. C'est pas vrai, c'est fini. Voilà, c'est les gens qui utilisent les versions 3.5 et qui sont pas abonnés. Mais là, ça veut dire que j'ai un mémoire de maîtrise. Il y a un prof d'une des plus grandes universités américaines qui vient de publier ça. J'ai reçu le papier tout à l'heure. Je me souviens plus si c'est Berkeley ou si c'est Harvard. Mais anyway, c'est pareil et qui dit voilà, il se passe quelque chose de dingue dans mon université. Je n'ai jamais eu, quand c'est des devoirs à la maison, des dissertations et des mémoires aussi magnifiques, jamais, de toute ma carrière. Quand c'est des devoirs sur table, ce qu'on appelle chez nous des partiels, c'est un désastre. Réponse, pourquoi? Parce que sur les partiels, on n'utilise pas l'IA, c'est interdit. À la maison, on utilise l'IA. Et je veux pas les dénoncer, mais voilà, les enfants qui viennent à la maison, tous ceux que j'ai vus, ils ont fait leur mémoire de maîtrise avec l'IA, évidemment. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais aujourd'hui, il y a effectivement des écoles qui interdisent l'usage de l'IA dans certains travaux. En entreprise, j'entends beaucoup de DRH me dire que l'utilisation de l'IA est interdite aussi pour un certain nombre de salariés. Entreprise, c'est bizarre, oui. Et derrière, effectivement, il y a toutes ces craintes autour de, bien sûr, la confidentialité, mais aussi l'éthique qui bloque. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces entreprises qui décident de ne pas y aller aujourd'hui? Ils ont tort, c'est tout. Pour le dire très simplement, les entreprises qui n'utiliseront pas l'IA feront faillite, c'est tout. Hein, c'est aussi bête que ça, oui. Et c'est certain, hein, c'est pas, y a pas. Alors, moi, je suis évidemment sur la question scolaire. Je suis pour qu'on utilise l'IA dans certains cas, mais pas dans tous les cas, évidemment. Si vous avez un partiel de mathématiques à faire, c'est sans IA. Maintenant, si j'étais à nouveau professeur de philosophie, j'obligerais à utiliser l'IA. Je dirais, par exemple, je donnerais une dissertation, je sais pas, est-ce qu'il y a des critères du beau, n'importe quelle dissertation du style dissertation du bac ou de la grecque, c'est les mêmes d'ailleurs. Et je dirais à mes élèves, à mes étudiants, Dieu sait, j'ai préparé la grecque pendant longtemps, je leur dirais, écoutez, je vous demande de poser la question à ChatGPT, vous me donnez la réponse et à partir de là, vous commencez à travailler. Parce que ça sert à rien de l'interdire. De toute façon, vous l'avez dans votre poche. Il suffit d'aller aux toilettes pendant l'épreuve et vous pouvez l'écouter. En 3 secondes, il vous donne, si vous avez un devoir d'histoire sur, je sais pas quoi, moi, sur l'abolition des privilèges la nuit du 4 août, il va tout vous dire. Donc la question, c'est peut-être qu'est-ce que vous en faites et quel esprit critique ensuite les personnes continuent à développer autour. Ça, c'est le vrai sujet. C'est pour ça que si j'étais ministre de l'Éducation à nouveau, non seulement j'obligerais un de mes collègues à l'intérieur à lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, je referais intégralement les cours d'instruction civique pour que les mômes sachent que c'est que le harcèlement sur les réseaux sociaux, et je créerais de toutes pièces un cours d'esprit critique. Parce que c'est vital, l'esprit critique. Et vous savez, l'esprit critique, c'est lié aussi à la compétence scientifique qui est en train de s'écrouler, non seulement chez nos enfants, mais dans toute la société française. J'ai fait un papier là-dessus en disant que le ministère de la Culture devrait, au lieu de s'occuper que des starlets et de l'avant-garde, il devrait s'occuper aussi de la culture scientifique. Parce qu'elle est passionnante et on a des scientifiques qui sont très très bons en France et qui sont très capables de passionner. D'ailleurs, les livres de vulgarisation scientifique marchent très bien. Bon, Rachida Dati m'a appelé, elle m'a dit comme c'est une bonne idée, ça n'a eu évidemment aucun effet. Si j'étais, il faudrait que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation se mettent ensemble pour revaloriser à mort, si je puis dire, à la fois l'esprit critique et la culture scientifique, parce que ça va ensemble. Souvenez-vous des antivax. Voilà, j'entendais ce matin qu'on a eu 167 000 morts en France à cause de la Covid. Mes 2 meilleurs amis, les Bogdanov, sont morts parce que on les a convaincus de pas se vacciner. C'est idiot, il faut se vacciner. Et en plus, quand on a fait de la biologie, on sait que le vaccin ARN est beaucoup moins dangereux que les vaccins Pasteur. Et alors, je saute un peu du coq à l'âne, et excusez-moi, mais il y a une question qui me vient par rapport
On sait pas encore. C'est audacieux. Une question qui me vient par rapport, encore une fois, à toutes ces précautions et ces craintes qu'on peut avoir dans l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir garantir qu'il y a un alignement entre les décisions prises par l'IA et les valeurs de l'organisation? Alors, vous savez, c'est la question la plus passionnante qui soit, mais je la prends un peu en amont encore, avant d'arriver à la réponse, mais c'est la même question. La seule vraie différence entre l'IA et nous, les humains, il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Encore une fois, même ChatGPT, le 5 va sortir cet été. Je suis pas totalement inculte. J'ai passé ma vie à lire des livres, à travailler, à écrire des livres. J'en ai écrit plus de 200. Bon, et je les écris moi-même. Je suis pas un homme politique. Bon, et donc voilà. Donc je les ai vraiment écrits moi-même. Et donc voilà, cette bestiole est des milliards de fois plus cultivée que moi et plus intelligente. Voilà. Donc il faut être, c'est comme ça, c'est effrayant, mais c'est comme ça. Donc c'est pas là qu'il y a une différence entre l'humain et l'IA. La seule différence, c'est sur la question des valeurs. Et je reviens à votre question, parce que l'IA, c'est le terme technique qu'on utilise, elle est alignée sur des codes éthiques. D'ailleurs, c'est très intéressant. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de donner une image de vous ou de moi, il vous dira non parce qu'il n'a pas le droit de donner d'image de personnes vivantes ou récemment décédées. Il n'a pas le droit. Parce que on pourrait les utiliser pour faire des deepfakes, pour faire des faux, etc. En revanche, si vous demandez à Grok, il vous le fait tout de suite. Vous voyez, c'est pas le même alignement parce que Grok, c'est Elon Musk et Elon Musk a voulu faire une IA qui soit liberté d'expression, qui soit grossière, qui soit vulgaire, comme lui, quoi. Bon, et donc il a réussi. Tandis que ChatGPT l'interdit. Mais vous pouvez très bien, on en parlait avant, faire une IA qui soit spinoziste ou kantienne, platonicienne ou aristotélicienne, qui soit libérale ou socialiste, qui soit stalinienne ou nazi. C'est une question d'alignement, tandis que nous, si du moins on croit à la liberté, et moi j'y crois, on choisit nos valeurs. Et d'ailleurs, on évolue dans la vie. Il y a des fois on vote à gauche, des fois on vote à droite, on change d'opinion, on évolue beaucoup dans son existence, y compris sur le plan amoureux, sur le plan familial, dans la compréhension qu'on a des livres. Même quand on relit des livres anciens, on les relit pas de la même manière quand on a 60 ans et quand on a 20 ans, etc. Bon, donc on choisit nos valeurs. C'est ça la seule vraie différence avec l'IA. Sinon, en termes d'intelligence, elle nous pulvérise. Et c'est là où ça fait un parallèle avec ce que vous disiez juste avant sur le fait que les entreprises progressivement vont faire des small language models pour s'adapter ou des RAG, à leur business propre, leurs valeurs propres, à leurs souhaits de développement. Oui. Qui pour vous va être justement le responsable de cela? Au sein d'Authentic Talent, Chloé va décider qu'on déploie une RAG dédiée à nos valeurs et à ce qu'on veut développer demain. Oui. Qui est le responsable de tout cela? Est-ce qu'on sous-traite ça? Est-ce qu'on passe par un informaticien? Il faut passer par une boîte, oui. Pour l'instant, il faut passer par une boîte parce que pour que ça marche, il faut que vous donniez toutes les informations de votre entreprise. Et vous voulez évidemment pas qu'elles partent sur la toile parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Il y a aussi des concurrents, j'imagine. Bon. Et donc, vous êtes obligé de passer par une boîte dans laquelle vous avez confiance, qui va vous faire ce qu'on appelle du fine-tuning, qui va vous faire une RAG ou un small language model. C'est pas exactement la même chose, mais c'est très proche, et qui va donc vous permettre de pouvoir même progresser dans la restructuration si vous avez envie de restructurer votre entreprise. Moi, j'ai vu une démonstration absolument passionnante il y a une quinzaine de jours d'un jeune ingénieur, je crois qu'il travaillait chez OpenAI, je me souviens plus si c'était chez Google ou OpenAI, mais ça n'a pas d'importance, et qui a comparé toutes les IA génératives entre elles. Donc il y avait Gemini, il y avait Claude 3, il y avait ChatGPT, etc. Bon, il y avait DeepSeek, la chinoise, Et ce qui est très intéressant, par exemple, avec Gemini, qui était le meilleur, c'est qu'il a demandé à Gemini de faire un plan de restructuration de l'entreprise. Et le chef d'entreprise était là, et il a dit, quand il a regardé, et là, Gemini, mais un petit moment, vous avez regardé Deep Search sur ChatGPT, c'est génial, parce qu'il prend le temps, il réfléchit. Il a de la mémoire. Voilà, il réfléchit longtemps avant de vous répondre. Là, Gemini a mis peut-être 5-6 minutes à répondre, mais il a pendu une trentaine de pages, et le chef d'entreprise qui était là a dit, il a regardé ce que c'était, il a dit, mais c'est génial, et il a dit, si j'avais demandé à je sais pas quoi, je sais pas quelle boîte, McKinsey, il m'aurait pris 60 000 balles, et si j'avais demandé à mes collaborateurs, ils auraient mis 3 mois.
Et là, ça s'est fait en 6 minutes. Vous voyez, donc Et c'était aligné avec son. il a trouvé ça génial. Voilà, il a trouvé ça parfait, oui. Et en Enfin, plus, ça vous donne conseils. le prix de tous les concurrents, ça vous donne les produits qui sont en train d'être fabriqués. Enfin, c'est dingue. Parce que c'est pour ça que c'est très important de garder le LLM, parce qu'il a, évidemment, il a des paramètres en quantité incomparablement, infiniment plus grande qu'un small language model ou une RAG ou un fine tuning. Mais donc, il faut garder le LLM, mais en même temps, il faut l'adapter à votre entreprise. Mais pour vous donner un exemple aussi très concret en termes d'impact sur le monde du travail, là où ma fille travaille, elle travaille à Genève, dans une boîte du luxe, il n'y a plus une seule secrétaire, par exemple. Pas une seule. Tout le travail est fait par les assistants AI ou tout le courrier est fait par ChatGPT, par exemple. Donc, il y a une personne qui vérifie et puis avec quelques prompts, ChatGPT fait des lettres qui sont absolument parfaites. Et puis, il les fait en 150 langues et sans faute d'orthographe. Alors quand on vous écoute, on sent qu'il y a évidemment beaucoup d'enthousiasme autour de ce sujet-là, de ce qui se passe, de comment ça va transformer. Et en même temps, j'imagine par rapport à l'audience qui nous écoute, il y en a probablement un certain nombre qui sont en train de se dire, OK, quelle est la suite pour moi en termes de vie professionnelle? Mais il y en a évidemment probablement qui vont disparaître avant d'autres. Je parle d'emploi. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour ça que je vous dis, il faut que les politiques se réveillent. Moi-même, je vous raconte ça avec enthousiasme, mais je crève de trouille. Hein. Pas pour moi, évidemment. Mon métier est très peu impacté, mais pour moi, pour mes enfants, ou orienter nos enfants. Et, il y a 2 ans, j'avais écrit des papiers disant tête, cœur, main. Les métiers qui associent la tête, l'intelligence, donc le cœur, les relations humaines et la main, le savoir-faire manuel, ne disparaîtront pas de sitôt. C'est assez vrai. Mais maintenant, avec la robotique humanoïde, c'est quand même très impacté aussi. Et je disais, par exemple, l'infirmière ou le jardinier ou le serveur de café ou le directeur d'hôtel, par exemple. Voilà. Ça disparaîtra pas de sitôt. Mais avec la robotique humanoïde, c'est en train d'être impacté aussi, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a une très grande réflexion à la fois dans l'éducation nationale pour savoir où orienter, puis dans les familles, vers quel métier orienter nos enfants, et puis du côté des chefs d'entreprise pour savoir, et puis surtout des politiques, qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui seront mises au chômage par ces machines? Parce que, soyons clairs, l'idée du moratoire, ce fameux moratoire qui a été signé par 30 000 chercheurs avec Yuval Harari, qui dit, à mon avis, beaucoup de bêtises d'ailleurs sur le sujet, mais aussi avec des gens, alors il y a les faux culs aussi. Elon Musk l'a signé. Vous imaginez Elon Musk disant à ses troupes, surtout partez en vacances parce qu'il n'y a pas de problème, voilà, partez 6 mois en vacances. Donc ce moratoire qui a été signé par des gens en fait qui voulaient surtout pas. La vérité, c'est que les chefs d'entreprise qui l'ont signé ont signé le moratoire uniquement pour faire barrage aux nouveaux entrants, c'est tout. Il faut être clair. Bon, donc c'est des faux culs. Mais soyons clairs, s'arrêter est impossible. C'est idiot. On parle du moratoire sur l'IA. Du moratoire sur l'IA, en disant il faut prendre 6 mois pour réfléchir aux dangers qui sont réels, hein, manipulation des élections, etc., remplacement donc grand remplacement dans le monde du travail, enfin ce qu'on a évoqué, mais aussi par exemple toutes les manipulations possibles et imaginables, les fake news, les deepfakes, les jumeaux numériques. Bon, j'ai un ami qui a fait faire un jumeau numérique de lui-même, qui a parlé pendant 20 minutes avec ses enfants, ils n'ont pas vu que c'était pas leur père. Voilà. Les chefs d'entreprise se font systématiquement remplacer aujourd'hui. Par exemple, le patron de Zoom l'a dit, par des jumeaux numériques qui sont indétectables et qui peuvent répondre aux questions, qui parlent très bien. Voilà. Et qui se font remplacer et le patron de Zoom disait, dans les AG qui m'emmerdent, ça me permet d'aller à la plage pendant ce temps-là. Et il répond aux questions. Il y a une conférence de presse, le jumeau numérique est tellement bien programmé qu'il a aucune peine à répondre. Donc je pense qu'il y a là une réflexion absolument urgente à mener pour les parents, pour l'éducation nationale et pour les politiques, pas seulement pour les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce monde? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Imaginez qu'on s'arrête, nous, pour des raisons morales. Quand je dis nous Européens, CNIL, c'est le patron de Google Europe, on faisait une conférence ensemble, un jeune américain sympathique qui m'a dit « Ah oui, c'est vrai, nous on a les GAFA, vous avez les CNIL. » Bah oui, mais c'est un peu emmerdant quand même. Bon, je veux bien qu'on ait les deux, mais oui, nous on a que les CNIL. Hein, bon. Et donc, puis on va avoir des data centers, très bien, mais bon. Et donc on ne peut pas s'arrêter parce que si nous arrêtions pour des raisons morales, nous, vieux Européens ou même les États-Unis, évidemment Daesh continue à mort, ils sont très bons en plus. Évidemment que la Chine continue, évidemment que la Russie continue, évidemment que tout le Sud global continue à fond. Donc ça ferait que les Chinois hurleraient de rire si on s'arrêtait. Donc ça n'a pas de sens.
Sur ce que vous dites, et quel que soit le destin, entre guillemets, de nos emplois et de notre futur Oui. dans l'organisation, on a parlé d'esprit critique. Quelles sont pour vous les compétences, justement, et là je parle plus de soft skills, entre guillemets, de capacité à interagir, à s'entendre avec les autres, qui vont être les plus prépondérantes pour le futur, on va dire, de l'humanité et puis de nous, Français, de manière générale? Je pense en fait les soft skills, comme je les appelais, ces compétences qui sont des compétences généralistes au fond, sont des qualités humaines. En vérité, on les apprend en même temps qu'on apprend des choses. Il y a pas, j'ai toujours été hostile à l'idée d'apprendre à apprendre. La grande tarte à la crème, ça veut absolument rien dire. En fait, on apprend quand on apprend quelque chose. Et je pense que quand on apprend, notamment les sciences expérimentales, plus encore que les mathématiques, parce que les mathématiques c'est très très abstrait. Et contrairement à ce que les gens croient, dans la vie quotidienne, on ne démontre jamais rien. On argumente en permanence. Par exemple, vous avez aimé tel film, moi je l'ai pas aimé, on va argumenter. Vous aimez l'art contemporain, j'aime pas l'art contemporain, on va argumenter, mais on ne démontre pas. Voyez, donc je laisse les mathématiques de côté, mais en revanche, dans les sciences expérimentales, quand on isole des variables, quand on essaye de trouver des causes en isolant des variables, etc., cette méthode scientifique, en apprenant des sciences expérimentales, on apprend des skills généralistes, c'est-à-dire qu'on apprend l'esprit critique, on apprend à se méfier de ce qui est écrit dans la presse et a fortiori de ce qui est écrit dans les réseaux sociaux. Voilà. Or, le problème aujourd'hui, c'est que par exemple 70% des Américains ne s'informent que par les réseaux sociaux. Et nos enfants sont en bonne voie. Ils sont quand même 4h30 par jour, quand on parle des 18-25 ans, sur des trucs quand même très très cons comme les petites vidéos de chat TikTok. Voilà, j'adore les chats, mais bon, je vais pas y passer ma vie. Donc, en fait, faut pas croire qu'on apprend. C'est-à-dire que si vous apprenez vraiment des bonnes bases scientifiques et philosophiques, parce que ça va avec, vous allez apprendre en même temps à vous méfier des fake news et du coup, vous allez développer l'esprit critique. Parce qu'on peut pas faire un cours d'esprit critique désincarné. Si je faisais un cours d'esprit critique pur en disant aux enfants « Ah, c'est bien d'avoir l'esprit critique », ils vont me dire « Oui, d'accord, et comment tu l'as, l'esprit critique ?» On a l'esprit critique en apprenant des sciences et en apprenant des vérités. Voilà. Alors, en apprenant l'histoire, par exemple, c'est très important d'apprendre l'histoire, l'histoire des sciences. Moi, quand j'étais ministre, je voulais rendre obligatoire refaire propédeutique, ce qu'on appelait propédeutique, les 2 premières années de fac. Et dans les 2 premières années de fac, je voulais rendre obligatoire un grand cours d'histoire des sciences. Voilà. Parce que c'est vital de voir comment on a découvert, parce qu'en plus, science et démocratie sont liées, puisque la science, c'est, par définition, elle traverse les classes sociales et les frontières. Et puis, la science, elle a cette qualité, oui, justement pour cette raison, de parler à tout le monde. Elle s'adresse à tout le monde. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut faire un grand cours d'histoire des sciences, par exemple, serait quelque chose de formidable, aussi bien en seconde qu'en première année de fac. Oui, puis vous parlez d'enseigner à des jeunes, hein, mais finalement, Oui. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de travailler, qui ont, je sais pas, entre 30 et 40 Pareil. ans aujourd'hui, il va aussi falloir les bien accompagner. sûr. Mais bien sûr, parce que le déclin de la culture scientifique et de l'esprit critique, et puis c'est vrai, est tel aujourd'hui en Europe et en France en particulier. Enfin, souvenez-vous, des mouvements anti-vax quand même. Je comprends que les gens au début aient dit attendez, je vais pas me vacciner, je sais pas ce que c'est que ce truc ARN, comment ça fonctionne. Bon, il faut savoir comment ça marche. Donc, et au fond, ces médecins à la télévision, souvent ils sont pas biologistes, donc ils savaient pas bien expliquer ce que c'est qu'un vaccin ARN, ce que c'est qu'une plaque d'ARN, comment ça transporte quelque chose, bon, et pourquoi ça disparaît en fait très rapidement dans l'organisme. Bon, ils savaient pas bien expliquer ces choses, on n'a pas bien expliqué, ce qui fait que je comprends très bien qu'il y a eu des anti-vax, je ne leur jette pas la pierre, mais disons que si on avait eu avant des très bons cours de biologie en seconde, en première, en terminale, et même en troisième, parce que la fin de l'enseignement obligatoire c'est la troisième, je pense que l'esprit critique aurait été beaucoup plus développé. Pour ça que moi je suis allé voir Rachida Dati, elle m'avait demandé de venir la voir après ce papier que j'avais fait, mais je lui ai dit, mais sache bien que la culture scientifique, ça fait partie de la culture. Plus que jamais, on en a plus besoin aujourd'hui que jamais. Et c'est 1000 fois plus important que Taylor Swift ou Pierre Boulez, qui m'emmerdent tous les deux. Alors, quand on vous écoute, on comprend que ça va très vite et qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir prendre un virage très fort. Pour autant, j'ai l'impression qu'on en est très loin pour une partie. Qu'est-ce qui va... en quoi vous avez confiance pour déclencher le mouvement ?
Pas dans les politiques. Regardez, voyez le Jean-Noël Barrot, qui était ministre du numérique il y a 2 ans, il a dit ChatGPT est un perroquet approximatif. Putain, maintenant, il est au Quai d'Orsay, donc ça risque pas de s'arranger. Bon, donc les types c'est dramatique, quoi. Et voyez, je citais Babinet et Aguillon, je crois qu'ils ont changé d'avis, tant mieux, mais qui quand même ont diffusé cette idée que ça n'aurait aucun impact sur le monde du travail, ce qui est complètement faux. Voyez, donc il faut quand même que les politiques se réveillent. Et donc moi, j'espère qu'un jour on aura à nouveau un politique ou quelques politiques qui auront des compétences scientifiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quasiment tous, ils ont fait Sciences Po ou du droit, voilà. Donc ils ont zéro compétences scientifiques. Macron n'a aucune espèce de compétence scientifique, ni philosophique d'ailleurs. C'est pas parce qu'on a fait une licence de philo qu'on est philosophe. Bon. Et donc c'est ça qui est très grave. Bayrou, pareil. Bayrou, il a fait une licence de lettres, une agrègue de lettres modernes. Il a zéro compétence scientifique. Je le connais depuis 40 ans. C'est le parrain d'une de mes filles. Il est absolument nul en sciences. Voilà, c'est pas normal, ça. Voyez, on peut être nul en sciences et valoriser la science et donc avoir quand même la bonne attitude de dirigeants. Je pense aussi à nos dirigeants. On peut pas être expert de tout, mais être d'accord pour confier les clés du camion à quelqu'un de responsable. En tant que leader, c'est aussi ça. C'est la curiosité, l'ouverture. Ce serait l'idéal, mais c'est pas ce qu'ils font. Voilà, quand on a mis Monsieur Barrot ministre du numérique, c'est pas exactement ce qu'on a fait, voyez. Et donc le problème, il est là, c'est que ces gens, ils restent entre eux, si vous voulez. Et donc ils ont peur aussi de la science parce que la science, c'est dur. Dans leur domaine, on peut raconter n'importe quoi. Dans le mien aussi, en philo, vous pouvez très bien avoir une agrègue de philo est un parfait crétin. Mais en sciences, non, en biologie, c'est dur. En physique, c'est dur. Voilà. Et donc, ça leur fait peur parce que c'est compliqué, c'est dur. Puis ça demande énormément de travail pour acquérir une compétence scientifique. Mais vous avez entièrement raison. Je suis d'accord avec vous. C'est pas parce qu'on n'est pas scientifique au contraire. Vous avez entièrement raison. C'est parce qu'on n'est pas scientifique qu'on devrait. Mais regardez, dans le machin de Bayrou, là, il était au commissaire, je sais pas quoi, là, au chou farci. Bon, il n'y avait pas un seul scientifique. Vous vous rendez compte? Pas un. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, face à la révolution de la longévité, le transhumanisme, face à la révolution, il n'y avait pas un seul scientifique. C'était beau être syndicaliste. Ça sert à rien. Donc, finalement, alors je me repositionne côté entreprise, mais c'est vrai en fait à un niveau même plus politique. Il y a un sujet sur identifier des dirigeants qui ont soit cette appétence ou cette compétence scientifique, soit à minima de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'on va devoir apprendre à identifier nos leaders autrement ? Ah oui, je pense que oui. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait des gens compétents dans l'avenir, si vous voulez, qu'ils soient compétents au moins sur les grandes, j'allais dire en anglais, les trends, je sais pas comment on dit, les grandes lames de fond qui vont forger l'avenir. Il y a 2 révolutions qui vont changer le monde. Il y a la révolution de la longévité. Nos petits-enfants vivront 150 ou 200 ans et c'est inévitable. Enfin, potentiellement. S'ils passent sous un autobus, ils mourront quand même. Mais la révolution de la longévité est en marche et c'est pas du tout de la science-fiction. La révolution des sénolytiques et de la reprogrammation cellulaire, elle est là. Moi, j'ai fait un livre là-dessus et ça a encore incroyablement progressé depuis. Et puis, c'est la révolution de l'IA qui est là. Donc, c'est les 2 grandes révolutions scientifiques qui vont bouleverser le monde, pas dans 200 ans, mais dans la décennie qui vient. Or, on en parle, il y en a pas un. Regardez, la campagne électorale, les dernières campagnes, soit les législatives ou il y en a pas eu un mot là-dessus. Est-ce que si j'essaye de vous résumer, le monde va changer très vite? Oui. Dans 5 ans, dans 10 ans, les changements vont être radicaux. Oui. Pour vous, une grande partie des emplois, et on parle pas que des emplois auxquels on pense tous depuis que le début de l'IA est arrivé, etc., vont être remplacés, accompagnés à court ou moyen terme. Oui. Votre vision, c'est que l'esprit critique va être une des compétences les plus importantes pour l'être humain de manière générale. Très bien. Très bon résumé, oui. Comment on fait pour ne pas être simplement des aidants, des vieux qui en plus vont vivre jusqu'à 150 ans, si je vous ai bien entendu? Ils seront pas vieux, non, ils seront pas rêver. On n'aura pas besoin de les aider. 80 ans de service civique, d'accompagnement des vieux. Soyez gentils, me faites pas cette erreur-là que tout le monde fait. Il s'agit pas de fabriquer des vieux, il s'agit d'arrêter la vieillesse, évidemment. Il s'agit de vous arrêter de vieillir à 30 ans ou à 40 ans. Donc il s'agit, lisez le livre de mon ami Léla Jean-Marc Lemaitre, qui est directeur de recherche à l'INSERM à Montpellier. J'ai préfacé son livre, s'appelle Guérir la vieillesse. Il s'agit pas de fabriquer un peuple de vieillards en fauteuil roulant, sinon l'intérêt serait faible. Il s'agit d'arrêter la vieillesse. Donc c'est se guérir la vieillesse. C'est l'idée de Jean-Marc Lemaitre, et il a évidemment raison, c'est que on parle des maladies de la vieillesse. Non, c'est
la vieillesse est la maladie. Voilà. Et il a évidemment raison. Je rentre pas là-dedans. Mais moi, je pense qu'il faut se dépêcher. Moi j'ai peur. Hein. Je parle. J'aime ce monde. J'aime la science, j'aime la technique. Je suis absolument passionné, surtout par la philosophie. Mais je pense qu'il n'y a pas de philosophie sans science. Mais j'ai très peur, oui, bien sûr. Et j'ai peur pour mes enfants, bien sûr, parce que je me dis que les métiers qu'ils choisissent aujourd'hui sont des métiers qui risquent de disparaître dans très peu de temps, voilà. Et je veux pas que mes enfants soient remplacés par des robots humanoïdes d'Elon Musk, voilà. Mais c'est ce qui se profile à l'horizon. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à la réorganisation complète de la société dans ce monde où on vivra beaucoup, beaucoup plus longtemps et où l'IA va être omniprésente, qu'on le veuille ou non. On pourra pas arrêter le tsunami, encore une fois, parce que je n'y reviens pas, si nous l'arrêtons, les autres continuent. Et les autres, c'est pas des gentils. Comme l'a dit Poutine, qui est tout sauf idiot, ce garçon, il a dit ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde. Voilà. Et l'Iran est en train, voilà, aussi. Croyez pas, Daesh est très bon. Voilà. Moi, j'avais l'amiral Béraud comme vice-président de mon conseil quand on a fait justement le service civique. On a beaucoup travaillé ensemble. Grâce à lui, j'ai rencontré des généraux, des amiraux. Au fond, ces gens-là sont très intéressants parce que ils voient bien les difficultés qui se profilent à l'horizon. Et donc, c'est aussi des gens comme ça. Moi, je préférerais avoir des gens comme ça au Quai d'Orsay plutôt qu'un type qui connaît rien à rien. Eh ben, ça fait... c'est passionnant, mais ça laisse sans voix. Et du coup... Oh non, ça fait peur, oui, parce qu'il faut se dépêcher, oui. Vous conseilleriez quoi, du coup, s'il y a des... Alors, c'est pas notre audience principale, mais bon, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, se former à l'IA, se former à l'esprit critique, bien sûr. Mais les métiers de demain, finalement, vous dites, j'ai très peur que mes enfants se forment à des métiers qui vont disparaître. Des métiers... Alors, qui va continuer je vous disais tout à l'heure que la vraie différence entre la machine et nous, c'est la question des valeurs. Je dirais que les métiers qui mettent en jeu des valeurs sont des métiers qui ne disparaîtront pas. Je dirais par exemple tous les métiers de relations humaines, mais je mettrais dedans le métier de prof, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un robot prof, même quand il est très bon. Je veux dire, même s'il est très bon, c'est pas ça. Je suis sûr que comme moi, vous avez rencontré 3 ou 4 grands profs dans votre vie. Voilà. Pas plus, hein, mais non, c'est ça, c'est 3 ou 4, moi. J'ai une maîtresse d'école, j'ai une prof de français en 3e, j'ai quitté le lycée en 3e, et puis j'ai 2 ou 3 profs d'université absolument grandioses. Bon, mais ces gens-là n'étaient pas remplaçables par des robots. Les autres, oui. Soyons clairs, les mauvais profs, oui. Mais les très grands, qu'est-ce que c'est qu'un très grand prof? C'est quelqu'un qui vous charme, même s'il est moche, c'est quelqu'un qui vous séduit, c'est quelqu'un qui vous fait entrer dans un pan entier de la culture alors que ça ne vous intéressait pas avant, mais pour lui, vous allez faire l'effort d'y entrer. C'est quelqu'un qui va vous faire travailler, voilà, mais parce qu'il vous séduit, parce qu'il vous le charme, et parce que vous avez le sentiment que le savoir dont il dispose et que vous n'avez pas est un savoir merveilleux que vous devriez avoir. Voilà. Ça, c'est pas remplaçable par un robot, voyez, par exemple. Voilà. Donc je pense que il y a des métiers comme ça qui sont des métiers de relations humaines. Un directeur d'hôtel, c'est pas très remplaçable non plus par un robot. Une infirmière, il y a des robots infirmières maintenant, mais j'ai pas envie qu'un robot me pique le cul. Je viens de me faire opérer, j'ai passé une semaine à la clinique et puis j'ai rencontré des gens absolument formidables, adorables. J'ai un infirmier, des infirmières qui étaient absolument adorables, avec qui j'ai discuté de 1000 choses. J'aurais refaire un livre, on a causé entre nous. Ça, un robot pourra imiter, mais il le fera pas vraiment, voyez. Parce que de toute façon, la différence, c'est que le robot ou l'intelligence artificielle, comme elle n'est pas incarnée dans un corps vivant, elle ne ressent rien. C'est pour ça qu'elle n'a pas de valeur. Elle ressent rien. Tandis que vous, quand vous écoutez la radio le matin, vous vous mettez en colère, vous êtes ému, vous rigolez, ou que sais-je, vous avez des émotions, mais qui font bouger votre corps. Vous allez lever le bras, vous allez sourire, vous allez secouer la tête. Donc, l'incarnation, carne en latin, la viande. L'IA n'est pas incarnée, c'est pour ça qu'elle n'a pas de valeur. Voilà, on arrivera à une IA forte un jour, mais là, Neuralink, hélas, a raison, Elon Musk a raison. Nous n'arriverons à une IA forte que par hybridation. Voilà, mais ça, on y arrivera. Mais par hybridation homme-machine. C'est certain qu'on fabriquera assez rapidement une post-humanité qui sera des milliards de fois plus intelligente que nous, mais qui sera malgré tout incarnée dans un organisme vivant. C'est ça que vise Elon Musk, Neuralink, et ça, on y arrivera. C'est pas forcément réjouissant non plus, hein. Alors, on a démarré le... Vous êtes effondré. Un
un petit peu sur certaines choses. J'ai saisi des bribes d'optimisme. Mais moi, je veux qu'on se réveille. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Je fais exprès. On a les yeux ouverts. C'est pour qu'on se réveille, voilà. Bon, vous le savez du coup, Luc, aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise et des DRH qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en partant ? Il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur ce sujet-là. Il y en a sûrement plein auxquels vous avez envie de tordre le cou. Ce serait quoi finalement les 2-3 conseils que vous auriez envie de laisser à la fin de cet épisode ? Alors, moi, je parle aux DRH. D'abord, je voudrais qu'ils comprennent pourquoi il y a une telle désaffection pour le travail. Je regardais hier, je ne sais pas si c'était ce matin ou hier soir, on me montrait une vidéo en 25 ans, 30 ans. 60% des Français considéraient que le travail était une activité utile et intéressante. Aujourd'hui, c'est 25%. Pourquoi ? Alors, il faut déjà que les DRH comprennent. C'est pas une question de psychologie positive et de théorie du bonheur, c'est des conneries, ça. La vérité, c'est que ce qui s'est passé entre 1950 et aujourd'hui, c'est que les idéologies, les 2 grandes religions de la deuxième vie, du bonheur après, se sont écroulées. Le communisme était en 1950 à 30% de l'électorat et il y avait 45 000 prêtres en France. Et il y avait 95% des Français étaient baptisés. Aujourd'hui, le communisme est passé de 30% à 2%. Le nombre de prêtres est passé de 45 000 à 4 500. Et 30% seulement des Français sont baptisés. Or, le communisme et le christianisme étaient des idéologies de la deuxième vie. Après, pour le communisme, le communiste, le bonheur, c'était après la Révolution, et pour le catholique, c'était après la mort. Et donc, l'idée, c'est que si ces 2 grandes religions du bonheur après s'effondrent, ce qui est valorisé, c'est le bonheur ici et maintenant. Le mot de la fin, puisque malheureusement, je crois qu'on est au bout du timing. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu qu'on vous pose aujourd'hui sur le sujet de l'impact de l'IA sur le monde du travail et qu'on ne vous a pas posé ? Non, on n'a pas bien parlé on a bien parlé de l'impact sur le monde du travail. Je pense que c'est assez clair. Je pense qu'il y a une question qu'on n'a peut-être pas assez évoquée, c'est la question de la créativité de l'IA qui préoccupe beaucoup de gens. Alors, il y a des gens qui disent qu'elle n'est pas créative, il y a des gens qui disent qu'elle est très créative, mais c'est un très beau débat. La question de savoir si on va à une IA forte, je l'ai évoqué un tout petit peu, mais 95% des chercheurs avec lesquels je travaille pensent que la machine réussira à avoir des émotions et une conscience de soi, ce que je ne crois pas du tout. Je pense que ça n'arrivera que par hybridation. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué non plus. Et puis, il y a la question de la régulation, on en a parlé un petit peu, mais voilà, je pense que la régulation est évidemment très importante, mais qu'elle ne peut pas se faire sous la forme d'un moratoire où l'Occident s'arrêterait et les autres continueraient. Voilà, bon. Donc, c'est des sujets qui sont tous évidemment très, très en débat. Et dans mon livre, chaque fois, j'ai essayé de donner les arguments des uns et des autres parce que c'est ça qui est intéressant. Mais je pense pour la question de l'impact sur le monde du travail, voilà, je pense qu'on a donné à peu près les clés. Après, il y aurait quand même une chose à dire. Appropriez-vous ces machines parce que c'est très compliqué. Même ChatGPT, par exemple, vous avez 5 ou 6. Même quand vous êtes abonné, il y a le petit Deep Search qui vient de sortir. Il y a un petit télescope en bas. Moi-même, je l'avais pas vu. C'est un copain qui me l'a montré. Voilà. Donc, il faut aussi s'approprier ces machines pour savoir s'en servir. Voilà. Ouais. Et se les approprier sans tarder, ça on l'a bien compris. Oui, donc merci beaucoup pour le mot de la fin et pour cette urgence. Et puis on encouragera tous ceux qui n'ont pas répondu à toutes leurs questions à aller lire votre dernier ouvrage. Trop mimi vous êtes, voilà. Comme dirait Maître Yoda. Merci beaucoup Luc. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!